Amis auditeurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'international. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir pour invité à ma gauche, ce n'est qu'une position sur le plateau, Pascal Mas, qui est conseiller diplomatique et qui est spécialiste des BRICS. Pascal Mas, bonsoir. Bonsoir François. Et à ma droite, Pascal Mas, que vous connaissez, qui est plusieurs fois mon invité, et à ma droite, Roland Lombardi. Roland Lombardi, qui est géopolitologue, enseignant en géopolitique dans l'enseignement supérieur, et qui dirige également le site Le Diplomate, le petit site qui devient grand, qui a de plus en plus d'auditeurs, dont je vous conseille d'ailleurs de façon au moins hebdomadaire la consultation extrêmement enrichissante avec des articles variés, et puis surtout des idées et des thématiques qu'on voit pratiquement nulle part ailleurs. Roland Lombardi, bonsoir. Bonsoir François. Alors, un programme assez chargé ce soir, puisque nous allons essayer d'aborder, si dans le temps qui nous est imparti, les négociations entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, l'élection du pape Léon XIV, le traité franco-polonais passé à Nancy, les élections. Nous avons eu pratiquement ce qu'on appelle un Super Sunday européen. Si on permet un mot anglais, je paierai l'amende ensuite à Radio Courtoisie, puisque nous avons eu des élections présidentielle, deuxième tour en Roumanie, premier tour en Pologne et des élections législatives au Portugal. Et enfin, nous parlerons également du président américain, Donald Trump, avec sa politique commerciale et notamment une réaction assez surprenante, on va le voir, de la Commission européenne, et la tournée de Donald Trump dans le Golfe, tournée qui s'est soldée par des résultats importants. Et bien sûr, nous reviendrons sur le conflit qui s'est conclu rapidement par un cessez-le-feu, mais qui n'est pas moins important, c'est le conflit qui a démarré au sujet du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Alors, premier point ce soir, les négociations qui ont rapidement achoppé à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, puisque apparemment les deux parties, dans un premier temps, les chefs d'État n'étaient pas présents, c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'est pas venu, Donald Trump n'est pas venu, et les négociations ont achoppé sur le simple principe de cesser le feu. Alors, ces négociations ont eu lieu à Istanbul. On voit que la Turquie tient en quelque sorte une espèce de parité entre les deux parties. Alors, sur le format des négociations, Roland Lombardi, pourquoi, à votre avis, est-on arrivé à un échec? Oh ben, tout simplement parce que Poutine ne voulait pas répondre à la demande de Zelensky, qui lui demandait officiellement, d'ailleurs en surprenant un peu les Européens, les prenant un peu de court, en disant je vais à Istanbul et je propose à Vladimir Poutine de s'y rendre pour qu'on négocie en direct. Il ne pouvait pas C'était illusoire de penser cela. Il ne pouvait pas se rabaisser à discuter avec Zelensky, qui n'est pas pour lui, hein, de son point de vue, de son niveau, même s'il y a eu des pressions, entre guillemets, de Trump, qui a déclaré haut et fort que c'était une très bonne idée et que si Poutine s'y rendait, lui aussi viendrait, et il pourrait ainsi discuter directement. Donc la perche était tendue. Mais Poutine a préféré envoyer des seconds couteaux, des diplomates de seconde zone, ce qui démontre que les portes ne sont pas fermées, d'ailleurs, hein. On critique beaucoup le fait que ces négociations aient capoté, mais il y a quand même eu un geste, petit geste de Poutine en envoyant des diplomates. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu de suite à ces négociations. Poutine n'était pas là, Trump n'était pas là. Et c'était logique, qu'il ne fallait rien attendre de ces négociations qui n'aboutiront que lorsque Trump et Poutine discuteront en direct, et ils l'ont fait aujourd'hui. Alors j'ai pas les résultats parce que j'étais dans les transports lorsqu'ils étaient en train encore de discuter, mais je sais pas, si on a peut-être des infos pendant notre entretien, on en saura plus, mais ça se débloquera vraiment lorsque Trump et Poutine se rencontreront. Je pense que ça se fera. Peut-être pas de suite, mais pour l'instant, de toute façon, Poutine, il a le temps pour lui. Le temps joue pour lui, même si ça fatigue et énerve, impatiente Donald Trump, ça va se produire de cette sorte-là. C'est à partir de cette rencontre en tête-à-tête que je pense que le principal se débloquera dans ce conflit. Pascal Mas, de votre côté, quels sont à votre avis les éléments de blocage aujourd'hui qui ont prévalu, qui ont fait qu'on a rapidement fermé du moins ce premier round, cette première étape, pardon, de négociation? Alors, je voudrais déjà rétablir certains faits. C'est que c'est le président Poutine qui a proposé, enfin, qui n'a pas proposé, il a dit les discussions auront lieu à Istanbul le C'est 15. vrai,
c'est vrai. Hein. Et après, c'est Zelensky qui a essayé de faire celui qui était l'organisateur Mmh. en disant j'ai invité Poutine, etc., etc. Alors il faut quand même se souvenir de quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai. Ça fait un an, jour pour jour, que Zelensky n'est plus président légitime. Donc, comment voulez-vous qu'un type comme ça, qui s'adresse ainsi à son concurrent en prétendant aller vers un discours de paix, qui n'a plus de légitimité électorale, puisse mener la danse, les négociations. Donc, bien évidemment, le président Poutine a dit, bah, puisque c'est comme ça, je ne viens pas. Et Donald Trump, qui attendait cette réponse, puisqu'il était en tournée dans le Moyen-Orient, il a dit bah, je ne viens pas non plus. Si c'est pour discuter avec un clown arrogant, ça ne fera pas avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle les négociations se sont limitées à des échanges de 1000 prisonniers de part et d'autre, et la volonté sans date de se retrouver pour parler de choses plus sérieuses. Donc, celui qui est à l'origine de la rupture, c'est encore une fois Zelensky. Roland Lombardi, est-ce qu'à votre avis, il y a des points qui vous semblent des points très difficiles à débloquer? Par exemple, j'en pense un, bien sûr, sont bien sûr les 4 oblasts conquis par la Russie, sur lesquels la Russie a fait pratiquer des référendums qui sont contestés, entre autres, plus les 2 autres questions, la Crimée et le Donbass. Est-ce que vous pensez que, selon vous, la possession de ces territoires, un retrait russe ou une annexion russe sont des points de non-retour? Non, pas du tout. Mais juste, je voudrais revenir à ce que disait très justement Pascal, rapidement. Moi, pour ma part, je pense pas que ça soit tellement Zelensky. C'est plutôt, encore une fois, on le voit, c'est les Européens derrière qui remettent une pièce à chaque fois. Ils ont été surpris lorsque Zelensky a appelé Poutine à Istanbul, à venir à Istanbul. Ils ne s'y attendaient pas à ça. De suite, ils l'ont appelé pour lui demander sûrement des exigences, mettre la barre haute encore une fois, alors eux, de leur côté, pour retarder aussi la résolution de ce conflit. Et je pense que Zelensky, il écoute au doigt et à l'œil maintenant Trump. Il y a eu des accords sur les minerais. Trump, justement, c'est pour ça qu'il s'impatiente, parce qu'il voudrait exploiter ces minerais et remplir les contrats de reconstruction que toutes les sociétés américaines ont obtenus. Moi, je pense qu'encore une fois, derrière, c'est les Européens qui sont des empêcheurs de faire la paix en rond. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Hier, quand Trump a annoncé qu'il appellerait Poutine, avant-hier, ils sont tous précipités pour l'appeler, pour essayer de l'influencer, pour lui dire de ne rien céder, pour appuyer sur le fait que Poutine est peut-être en train de balader, ce sont les mots de Trump, le président américain. Donc on le voit, euh, euh, on va voir ce qui est sorti de cet entretien téléphonique, et de là, après, les gens sérieux seront autour d'une table, les gens sérieux seront Poutine et Trump, et là, à partir de là, ça négociera effectivement la résolution du conflit. Pour revenir à votre question, non, ce sont des conditions pour les Russes qui sont une ligne rouge. Ils n'évoqueront jamais les oblasts. Ils les annexeront. Et ça, Trump l'a dit de manière subliminale, mais parfois de manière très franche. Il ne reviendra pas là-dessus. Là, pour l'instant, ce que Poutine il a dit dernièrement, il veut anéantir les problèmes qui ont causé cette guerre. Les problèmes qui ont causé cette guerre, c'est principalement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc ça, Trump, il est d'accord. Les Européens, non, encore une fois. Mais ça sera... Zelensky fera ce que lui diront les Américains. Et ensuite, une sorte de démilitarisation de l'Ukraine. D'une manière ou d'une autre, neutralité, ça on verra. Bon, à la rigueur, l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ça gêne personne. La Russie ne s'est jamais opposée d'ailleurs. La Russie ne s'est jamais opposée, mais ça gêne. Mais bon, ça sera plus un boulet qu'autre chose pour les Européens. En tout cas, si vous me permettez, Roland Lombardi, d'après les études qui ont été faites sur le simple volet de la politique agricole commune, si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, 47% des fonds de la PAC iraient à l'Ukraine. Absolument. Voilà. C'est une catastrophe pour l'agriculture allemande et l'agriculture française, encore une fois. Et polonaise, d'ailleurs, ce qui d'ailleurs ramène un certain nombre de Polonais à des positions plus nuancées. Et plus raisonnables. Voilà. Donc ça, ce sont les termes de l'accord, ils sont connus. C'est la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Les Russes garderont les territoires qu'ils ont annexés par référendum, etc. Justement, le temps que Poutine
obtient justement en traînant sur les négociations, ça lui permet de grignoter quelques territoires stratégiques, peut-être même un peu plus, parce que le risque, c'est toujours le même, hein, c'est que le front s'écroule, ce qui est fort possible. Et alors là, il négociera en position de force. Donc c'est lui qui a toutes les cartes en main. Donc lorsqu'il décidera le moment venu qu'il est en bonne position pour accepter les conditions entre guillemets des Américains, parce qu'il n'y a que les Américains qui sont là, qui comptent dans ce jeu-là, il les acceptera. Puisque déjà, eux, ils l'ont dit, ils acceptent déjà les conditions principales de Poutine. Ensuite, il y a les positions, les militaires européens présents sur le sol ukrainien. Alors ça, c'est un autre problème aussi. Ça, c'est les Russes n'en veulent pas, à juste titre. Euh, Ça aussi, ça sera réglé à Washington. Si c'est un point d'achoppement entre les Américains et Poutine, les Américains diront tout bonnement aux Européens laissez tomber. Et voilà comment ça va se passer. C'est juste une question de temps, euh, dans- question de temps qui permet aux Russes d'être en position la meilleure possible pour la fin des négociations. Bien, merci Roland Lombardi. Nous allons passer au deuxième sujet, c'est l'élection du pape Léon XIV. Alors c'est le cardinal Robert Francis Prévost, Prévost dit-on plutôt, ou Prévost tel qu'il a été prononcé, qui a été élu pape. Ça a été une demi-surprise parce qu'alors il a une personnalité particulière. Nous l'évoquons pourquoi? Parce que l'élection du pape, depuis l'élection de Jean-Paul II, porte toujours des conséquences, des explications géopolitiques. Nous avons eu avec Jean-Paul II, Karol Wojtyła, le premier pape non italien, et en effet un pape polonais. Ça a été visiblement un message qui a été transmis. On a dit d'ailleurs qu'à l'époque, le cardinal Ratzinger aurait soufflé le nom justement de Karol Wojtyła aux cardinaux pour envoyer un signe. Nous avons eu ensuite le cardinal Ratzinger qui, lui, Benoît XVI notamment, avait montré sa volonté d'une rechristianisation de l'Europe. Il l'avait démontré. Puis, alors là, ensuite, une démonstration de la mondialisation du catholicisme avec Jorge Maria Bergoglio, argentin d'origine italienne, qui lui-même s'appelait pape du bout du monde, un pape même qui s'occupait même du monde entier, d'ailleurs beaucoup plus peut-être des migrants que de l'évangélisation. Et là, nous avons le pape, donc Léon XIV, pape américain, parce qu'on l'a oublié, mais il est issu du continent américain, et j'ai regardé à peu près les chiffres. Aujourd'hui, l'ensemble du continent américain, c'est pratiquement la moitié du monde catholique, puisqu'il y a entre 600 et 700 millions de catholiques. Alors c'est vrai, plus dans le continent latino-américain, mais de plus en plus en Amérique du Nord, le catholicisme progresse, y compris aux États-Unis. Il a des places fortes au Canada, très puissant bien sûr au Mexique, alors qu'il diminue, alors que des pays fondamentalement catholiques comme le Brésil perdent des catholiques du fait de l'évangélisation. Notamment, on se souvient de la figure de Bolsonaro. Mais alors, ce nouveau pape présente une figure assez intéressante. D'une part, Léon XIV pour Léon XIII. Léon XIII qui est le pape un peu qui s'est saisi de la question sociale, mais pas seulement. C'était un pape extrêmement rigoureux sur un certain nombre de positions. Il avait même rétabli l'index. On dit qu'il avait condamné le libéralisme, il avait condamné également le marxisme, rappelons-le. C'est le premier pape qui a pris une position ouverte contre le marxisme et justifié justement cette doctrine sociale de l'Église. Et il a un profil, alors le cardinal Robert Prévost, nouveau pape Léon XIV, a un profil intéressant parce qu'il est issu un peu aux États-Unis, il a des origines un peu diverses, françaises, italiennes, espagnoles. Et il a surtout exercé, là où en ma vie il est au Pérou, il a été missionnaire puis évêque. Il est membre de la congrégation des Augustins, dont on sait que ce sont des personnes assez rigoureuses, Saint-Augustin étant, à mon sens, pour moi, la personne peut-être la plus emblématique de l'Église, le premier père de l'Église. Alors, il a exercé longtemps au Pérou et est devenu évêque au Pérou, puis est devenu évêque de Chicago. Chicago, qui est une ville également particulière, puisque, rappelons-le, c'est une ville où il y a une forte immigration italienne, mais c'est une des premières villes noires également du monde. C'est-à-dire qu'elle ne se situe pas dans les États noirs à majorité, mais il y a une grande population noire importante et également une population noire qui adhère également à la Nation of Islam, c'est-à-dire islamique. C'est une ville également musulmane importante. On estime qu'il y a entre 1 et 2 millions de musulmans, c'est-à-dire avec Nation of Islam, l'islam noir américain, mais également les communautés indo-pakistanaises et arabes. Donc Chicago est particulier, c'était la ville de Barack Obama, le premier président, disons, qui symbolisait l'Amérique monde. Alors Roland Lombardi, que signifie en termes d'analyse géopolitique, à votre avis, l'élection de ce nouveau pape, Léon XIV? Alors vous l'avez dit en un mot lors de votre introduction, c'est un Américain déjà. Donc c'est un Américain. Donc à partir de là, alors nous avons sur le Diplomate Média fait un dossier spécial avec plusieurs articles
en essayant justement d'analyser le personnage, de voir quelles seront ses positions, quelles ont été ses positions, quelles seront ses positions, quelle sera sa politique, parce qu'on a déjà, vous avez vu, nos médias se sont précipités pour dire ah c'est un Américain, ça sera un anti-Trump. Alors voilà, comme d'habitude, l'analyse basique bas du front. Donc on a voulu chercher, on s'est renseigné, on a beaucoup cherché, il y a pas mal d'articles qui sont passés sur le diplomate. Et moi, j'en tire une analyse perso, hein, sans rentrer dans le complotisme de certains, mais on en parlait tout à l'heure en aparté. Vous l'avez dit, il a été missionnaire et évêque au Pérou dans les années 80. Les années 80, nous sommes en pleine période Reagan et à l'époque, la CIA faisait du bon boulot. On a vu la suite d'ailleurs, notamment en Amérique du Sud où ils étaient très influents. Et avant même qu'il soit missionnaire, il avait déjà fait plusieurs séjours au Pérou en tant qu'humanitaire. Donc, on le sait tous, vous et moi, puisque nous vadrouillons beaucoup dans les périodes, dans les régions de crise. Les humanitaires avec les services secrets boivent souvent des coups ensemble dans les hôtels, par exemple, ou ailleurs, hein. Donc, je suis pas certain que ça sera un anti-Trump primaire. Pourquoi un Américain aussi? On a parlé beaucoup, là, alors là, il y a beaucoup eu de, de propos non vérifiables avec la pression de Trump, de Vance. Petite parenthèse, Vance, qui est un converti qui prouve Par justement... Saint-Augustin, par la lecture de Saint-Augustin. Exactement. Ouais, voilà. On a dit que Trump était arrivé avec des valises de dollars. Bon, ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a eu peut-être des discussions, en tout cas lorsqu'ils sont allés à la cérémonie, ou même avant, c'était pour le décès du pape précédent. C'était bien sûr, c'est une visite diplomatique, etc., d'hommage au pape. Mais les Américains, ils ne dorment pas. Je pense qu'il y avait aussi quelques petits messages à faire passer. Donc, on verra. Là, je spécule à voix haute avec vous. Mais moi, et puis après, vous l'avez dit, à Chicago. Donc, en principe, l'Église a envoyé des hommes assez costauds à Chicago parce que justement, c'était un nœud micro-géopolitique des États-Unis, puisqu'il y avait toutes les tendances les plus importantes. Donc, c'est une ville où il fallait des gens forts qui puissent tenir la barre, comme on dit, même au niveau de l'Église. Donc, c'était le cas. Donc, je pense que on risque d'avoir des surprises. Alors, je reste sur la ligne anti-Trump. Moi, je n'ai vu que ça, parce qu'on nous le répète encore aujourd'hui, on le voit. Je pense qu'il s'enthousiasme un peu vite. En tout cas, les Américains étaient très heureux que ça soit un Américain qui soit élu, comme par hasard. Et on risque d'avoir des surprises sur son mandat, je ne sais plus le mot qu'on connaît pour son mandat pontifical, sur ses prises de position et ses décisions. Donc, je pense qu'il sera déjà certes moins à gauche, entre guillemets, que le pape précédent, ça c'est clair. Et puis on le sait tous, les grands hommes d'État les plus intelligents, ils ne disent jamais à l'avance ce qu'ils vont faire. Oui, c'est quelqu'un de très discret, justement. Exactement. Alors, c'est quelqu'un dont c'est son prédécesseur qui, par contre, alors lui, c'était plutôt dans la bruit, dans la fureur. Exactement. Même, il paraît que au plan du comportement personnel, il paraît qu'il était même très pénible à gérer, Exactement. disait des religieux et des religieuses. Il tweetait. Lui, par contre, Benoît XIV est quelqu'un de beaucoup plus discret. On sait qu'il a des positions fermes sur les questions notamment d'éthique, de politique familiale, mais François, à part notamment la question de bénédiction des couples homosexuels, n'était pas très éloigné. Ça l'empêchait pas d'être sur les positions, ce qui sont d'ailleurs les positions traditionnelles de l'Église. Mais pour revenir justement au pape Léon XIV, Pascal Mas, vous qui avez une vision plus large, notamment du christianisme, de la chrétienté, comment concevez-vous et espérez-vous les relations avec les autres religions, en premier lieu les autres religions issues du christianisme? À qui faites-vous allusion? Allez-y, c'est à vous, cher Pascal Mas. Bon. Je ne suis pas aussi expert que vous deux, messieurs, de tout ce qui se passe au Vatican, et j'ai trouvé que... Alors déjà, moi j'ai regardé ça avec un œil, bon, comme vous venez de le signaler, François, un petit peu extérieur, puisque évidemment moi je ne suis pas catholique, donc j'ai vu ça avec un œil, l'œil de Moscou. Enfin, ça, je savais que vous allez me le sortir, donc je le dis avant. Donc, écoutez, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase obsèque de François,
avec un déploiement d'initiatives diplomatiques assez curieuses, quelquefois certaines, j'en suis pratiquement sûr, improvisées. Et puis il y a eu la deuxième phase, c'est-à-dire que c'est son élection qui m'a semblé, d'après ce que j'ai vu, hein, je ne suis pas suffisamment expert, qui avait l'air de contenter tout le monde. Donc c'est plutôt satisfaisant déjà, Mhm. parce qu'il ne va pas y avoir de Il y bagarre. aurait eu un très fort consensus en sa faveur, justement. Alors, il y a eu Ça a été rapide. des échos Très rapide, oui. qui ont filtré, alors que c'est normalement pas la règle du conclave, mais il y aurait eu finalement un choix assez rapide et très consensuel. Donc ça veut dire quand même, alors disons pas peut-être de compromis, mais consensuel qui s'est porté assez rapidement sur lui. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble avoir établi le cérémonial pontifical, notamment par ses vêtements. Et l'usage assez approfondi du latin. Ouais. On l'a Alors, remarqué. Alors, Exactement. comme vous dites que j'ai un regard extérieur, bah justement, regard extérieur considère que ce sont des signes, ce sont des symboles. Hein, la manière dont il s'habille, la manière dont il s'exprime, les sourires, Le nom qu'il a pris. le aussi, nom hein, qu'il a pris, bien on l'a sûr. Alors ça, souligné, les François. théologiens, moi, je connais pas trop, hein. Mais ça va l'air. Bon, il a invité pour sa messe d'inauguration, que je sais pas comment vous appelez, euh, les patriarches orientaux. Mais catholique. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il invitât d'autres patriarches. Vous savez à qui je pense. Bah, c'est pas encore la tradition, mais il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, il rencontre le métropolite de Moscou ou le patriarche de Constantinople. Ça restera à voir. Alors, le patriarche de Moscou avait rencontré À Cuba, À Cuba, hein, c'était une rencontre exactement. spectaculaire, hein, le pape Exactement. François à C'était Cuba quelque d'ailleurs. chose qui était inattendu depuis des siècles, hein. Une discussion en plus C'était la première fois depuis 1054. C'est ça, Ah ouais. depuis le schisme. Merci. Donc nous allons passer. Alors merci donc pour ce pape. Hein, nous suivrons avec attention justement Absolument. celle du pape. Mais il y a déjà alors un écho d'ailleurs qui intéressera peut-être pas mal de littérature courtoisie, c'est qu'il aurait notamment fait donner et permis notamment l'exercice de la messe traditionnelle. Alors on sait que le pape François, lui, en faisait pratiquement, pratiquement un chiffon rouge pour lui, et le pape actuel reviendrait, disons, à une position plus, plus, plus acceptable, disons, plus souple sur cette question. Alors passons également aujourd'hui quelque chose qui concerne dans une certaine mesure la France, qui est passé d'ailleurs assez inaperçu, c'est un traité franco-polonais. Alors le traité franco-polonais, il a été signé à Nancy, ville symbole, la ville de Stanislas Leczinski, le beau-père de Louis XV, qui, déchu de son royaume de Pologne, s'était vu attribuer le duché de Lorraine, qui était ensuite tombé dans l'escarcelle de la France, peu de temps avant la Corse. Louis XV, qui était entre autres un grand roi, avait également participé à l'extension de la France. Alors, ce traité franco-polonais a quelque chose de singulier. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment en même temps le fourre-tout macronien. Emmanuel Macron, dont on pourrait attendre d'ailleurs qu'il lâche en effet tous les instruments de souveraineté, qu'il laisse en quelque sorte l'Union européenne avancer. Je rappelle qu'il défend le rapport Verhofstadt qui prône la fin de l'unanimité pour les questions d'affaires extérieures et de défense. Là, il a une espèce de pactomanie intra-européenne. Il signe, c'est le troisième traité européen qu'il signe. Il a signé un traité avec l'Espagne, il a signé le traité du Quirinal avec l'Italie, et là, il vient de signer un traité avec la Pologne dans lequel on parle de coopération politique et de coopération militaire. Sauf qu'avec la Pologne, il y a également une avancée, à mon sens, beaucoup plus inquiétante, c'est qu'il parle de coopération nucléaire. Je rappelle également que le Premier ministre, alors je ne sais pas si c'est Donald Tusk ou son ministre des Affaires étrangères, avait parlé éventuellement du droit au bouton nucléaire en citant l'arme nucléaire française. Alors, dans un premier temps, la question que je vous pose, Roland Lombardi, c'est à quoi, à votre avis, correspond cette pactomanie d'Emmanuel Macron assez bizarre? Est-ce que c'est finalement de la mise en scène avec ces pays? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec sa politique justement d'affaissement de la souveraineté française et de substitution de la souveraineté européenne? Dans un premier temps, sur la matrice, sur la forme. Moi, vous l'avez dit, hein, moi je pense que c'est le fameux en même temps de Macron. Et pour le coup, là, dans l'affaire polonaise, je pense encore une fois qu'on revient à son exercice préféré, c'est-à-dire un coup de com' encore. Un coup de com' par rapport à la Russie, parce qu'on sait que la Pologne est un des pays principalement menacés, entre guillemets, par la Russie. Donc c'était pour encore se montrer anti-russe, hein, parce que c'est le mot, hein, la Pologne qui a toujours été dans l'histoire un, un sujet de discorde entre la Russie et la France, hein. Donc
c'est malvenu. C'est malvenu pour l'avenir des relations entre la Russie et l'Europe et pourquoi pas la France, mais là, bon, on est encore dans la science-fiction. Non, je pense encore que c'est encore une gesticulation de communication. Bon, on va voir, est-ce qu'il a signé des contrats peut-être. Alors ça serait peut-être juste le point positif, mais j'en suis pas certain. Dernièrement, j'ai lu que les Polonais encore avaient prévu d'acheter du matériel militaire américain. Des F-35, oui, Absolument. notamment. Hein. Donc, pourquoi? Pour de la com, encore une fois. C'est pour paraître le grand défenseur. Et puis, avec les déclarations sur le partage de l'alarme nucléaire, encore, c'est quelque chose qui. Voilà, pour se présenter comme le défenseur de l'Europe, voilà, au détriment, encore une fois, de la souveraineté, comme vous l'avez très bien souligné, au détriment de la Alors, souveraineté française. toujours avec vous, justement, il y a un traité également qu'on aurait pu évoquer, mais qui ne concerne pas l'Union européenne, qui est le traité avec l'Ukraine. Or, aucun des traités, y compris celui avec l'Ukraine, n'est passé pour ratification devant le Parlement. Or, je parle sous votre contrôle, vous qui êtes un spécialiste des techniques diplomatiques, hein, le site Le Diplomaque. Normalement, je crois que c'est la Convention de Vienne de 1966, qui prévoit qu'un traité n'est valable quand on a déposé les instruments de ratification. Les instruments de ratification, ça dépend des pays, mais normalement, c'est le Parlement, puisque ça rentre dans la loi du pays. Là, vous ne pensez pas qu'il y a en effet peut-être ce qui pourrait s'apparenter à une véritable forfaiture de la part d'Emmanuel Macron, le fait qu'il signe des traités et que visiblement, ces traités n'ont pas été ratifiés par le Parlement. Du moins, je crois que c'est ce qui s'est passé pour l'Ukraine. C'est ça, mais c'est absolument ça. Mais c'est toujours comme ça. Depuis plusieurs années, il passe outre euh, simplement les aides à l'Ukraine, les 17 milliards, je crois qu'on on a un peu plus, 17 milliards alloués à l'Ukraine qu'on ne reverra jamais, hein, pas comme les Américains. Qui a voté pour ça? Alors on critique les Américains, mais au moins eux, l'aide militaire et financière a été votée au Congrès. D'ailleurs, il y a eu des blocages, et d'ailleurs, ça a joué aussi sur l'élection de Trump. Il ne faut pas oublier que ce sont les impôts des contribuables français, tout cet argent. Alors que la veille, il nous dit qu'il faut se serrer la ceinture pour les retraites. Donc c'est scandaleux. C'est un scandale, c'est un déni de démocratie et l'opposition laisse faire. Moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est pas tant lui, on le connaît maintenant, on connaît ses pratiques, mais l'opposition, il n'y a pas d'opposition. Personne ne soulève ce problème, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Donc, et ça sera toujours comme ça. Là, il parle justement, pour revenir à votre question, au cœur du sujet sur les traités et sur l'arme nucléaire. Est-ce qu'il y a des discussions au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat? Il n'y a pas de discussion, donc c'est. Voilà. Mais simplement, bon, il peut se le permettre puisqu'il n'a pas d'opposition. Donc, rouler jeunesse, hein, comme on dit. Pascal Basse? Ben, je rejoins complètement ce que vient de dire Roland Lombardi. Et moi, je suis outré de voir le silence à la fois des parlementaires, donc les commissions des forces armées, de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je suis outré aussi du silence de la presse. Parce que au moins on s'emballe pour les histoires de fin de vie, machin chouette, etc. Mais là, c'est bien plus grave parce que ça engage le pays dans une On a aventure. raison de s'emballer pour les affaires de fin de vie, à mon sens. Mais bon. Oui, bah, ça peut, justement, si on donne le bouton nucléaire aux Polonais, la fin de vie, ça va être pour tout le monde. Donc, bon, c'est n'importe quoi. Bon, Macron veut rentrer dans l'histoire. Hein. Les autres, ils ont fait ça aussi. Alors, il y en a un, c'était avec des bâtiments, l'autre, c'était avec je sais pas quoi. Bon, mais il veut rentrer dans l'histoire. Donc, il va signer n'importe quoi. Il veut pourquoi pas signer un nouveau traité avec Andorre ou Monaco, je sais pas. Mais c'est très, très grave. Et je suis stupéfait de voir le manque de réactivité à la fois des parlementaires, de la presse et de l'opinion publique, parce que ça concerne tout le monde. Oui. Et puis pour revenir sur la Pologne, il y aurait eu peut-être, alors comme je le disais, j'aimerais bien savoir quels contrats d'armement ont été signés avec la Pologne. On n'a pas vu. Hein. Apparemment, c'est un traité politique et Voilà. militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité commercial. Donc voilà, c'est encore de la gesticulation. C'est pas du concret comme le fait Trump de son côté. Et puis il y a un sujet où on aurait été d'accord avec les Polonais, qui aurait été peut-être un levier si on était resté, si on avait gardé le rôle que la Turquie a aujourd'hui de médiateur entre la Russie et les pays européens, dont je comprends légitimement la peur de la Russie par rapport à l'histoire, comme la Pologne ou les pays baltes, c'est la question migratoire. Ça, ce sont des sujets importants. Oui, rappelons également que la dernière crise migratoire, elle vient de Biélorussie, hein, où bien sûr la Russie a aidé la Biélorussie à envoyer des migrants, et les migrants ont été envoyés à la frontière de la Pologne. Rappelons également que Donald Tusk
qui pourtant est un européiste convaincu, la plateforme civique est membre du PPE, par contre s'élève contre la politique migratoire de l'Union européenne et également sur la politique agricole. C'est-à-dire que la Pologne a quand même un certain nombre de postures, quand ça l'arrange, qui ne vont pas dans le sens de la politique de Bruxelles. Exactement, c'est pour ça on parle toujours de choses futiles. Futile, pour le coup, comme le dit Pascal Mas, l'arme nucléaire, c'est pas du tout futile. Mais les choses importantes, je sais pas, moi, oui, c'est très bien un traité, mais les Polonais, moi, si j'étais à la place de M. Macron, je serais allé à Varsovie, mais avec une liste de matériel à vendre, des accords sur les migrations, sur la crise migratoire, et peut-être là, justement, ça aurait été un moyen d'avoir un levier pour adoucir la position polonaise vis-à-vis de la Russie, mais voilà, rien n'est fait dans le bon sens, tout est fait à l'avenant et surtout pour une com. En plus, c'est une com qui il n'a pas compris, il n'a pas encore compris que tous ces coups de com, ça ne fait plaisir que peut-être à 10-15% de la population française, quoi. Voilà, la majorité de l'opinion publique française est dépitée. Le Monde, je ne vous en parle même pas, avec encore l'affaire avec M. Erdogan, l'affaire du doigt de l'index. Rappelons qu'Erdogan, ne voulant pas se faire toucher, voilà. Erdogan n'est quand même pas quelqu'un qui est tactile, etc. Ne voulant pas se faire toucher par Macron, lui a retenu les doigts, etc. Voilà. D'ailleurs, Erdogan avait mis en cause il y a quelques années la santé mentale d'Emmanuel Macron. C'est ça. Voilà. Et même son orientation sexuelle. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, les choses. Voilà, il fait des coups de com pour ses amis des médias, et pour son électorat qui se réduit de jour en jour, quoi. Voilà, qui y croit encore, mais voilà, c'est dur à le croire justement qu'il y a encore des personnes qui croient encore à ce monsieur. Pascal Mas. Oui, alors pour revenir sur les relations russo-polonaises, il faudrait quand même, si on parle d'histoire, il faut quand même remonter un petit peu plus loin que le 19e siècle. Au moins le 18e, le premier partage 1772. Voilà, donc, et le partage, il s'est fait avec qui? Avec les Prussiens et les Autrichiens. Donc là, on dit toujours l'animosité russo-polonaise, mais il ne faut quand même pas oublier, et si on remonte au début, enfin ce qui correspond à la Renaissance chez nous, le royaume de Pologne-Lituanie n'a pas été particulièrement tendre avec les Russes. Absolument. Donc je crois que les torts sont partagés et que ce fantasme selon lequel la Russie attaquerait la Pologne, pas plus la Pologne que je ne sais quoi d'autre, puisque de toute façon on n'en est plus à ça, c'est un fantasme pour pouvoir, c'est ce que Emmanuel Todd développe bien d'ailleurs, non c'est Pierre Conessa, qui développe ça, c'est qu'il faut créer un ennemi pour pouvoir justifier ensuite des dépenses conséquentes en armement et tout ça, c'est-à-dire de créer dans l'esprit de la population une menace qui n'existe pas, mais qui est bien pratique pour pouvoir justifier, et c'est le fondement même d'ailleurs du complexe militaro-industriel américain, c'est d'avoir toujours des ennemis pour pouvoir justifier des investissements colossaux dans le matériel d'armement. La Russie d'aujourd'hui n'a absolument aucune intention d'annexion ou de je ne sais quoi de territoire qui... Pour la Pologne, c'est déjà fait, voilà, en 1945. Donc, la Pologne s'est payée sur l'Allemagne et la Russie s'est payée sur la Pologne, ce qui d'ailleurs a valu à la Pologne d'avoir aujourd'hui ce cher monsieur Donald Tusk, qui a un prénom américain, mais un patronyme allemand. Donc, qui est issu, il faut le rappeler, d'ailleurs, on ne rappelle pas assez, qui est issu de la minorité allemande de Pologne. Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de choses quant à ses positions, peut-être. Bien sûr. Oui. Non, mais il faut quand même revoir des choses dans leur ensemble, parce que c'est pas le tout de jeter des slogans comme ça en disant les Russes sont des agresseurs. Oui, mais vous avez parfaitement raison, Pascal. C'est la politique du croque-mitaine. Il faut toujours un croque-mitaine à la fois au niveau international et interne, souvent aussi, pour maintenir le peuple par la peur. La peur, c'est comme ça que c'est avec la peur que les peuples écoutent. Voilà. C'est pourquoi je m'inquiète, moi, de ce traité franco-polonais, parce que ça peut nous embarquer dans un truc qui ne nous concerne absolument pas, et sur le fondement de cette soi-disant menace russe. Oui, c'est ce que disait De Gaulle, c'est qu'il craignait que l'OTAN, par exemple, le pousserait à faire des guerres qui n'étaient pas les guerres de la France, quoi. Voilà, on est en plein dedans. Merci. Donc nous allons rester en Europe, nous allons descendre un peu plus bas et parler notamment d'élections importantes qui ont lieu dans des pays européens. Alors en premier lieu, la Roumanie, mais avant tout, je crois que la technique nous demande un passage de Bobino. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, je voudrais d'ailleurs au passage, à mon tour, moi aussi, remercier un certain nombre d'auditeurs pour leurs dons. Je rappelle quand même que Radio Courtoisie ne vit grâce à vos dons, progresse grâce à vos dons, et vous l'écoutez uniquement grâce à vos dons. C'est une radio libre qui vit grâce à votre générosité. Alors, une auditrice de Sceaux dans les Hauts-de-Seine qui envoie 100 euros. Bravo à toutes les équipes et bravo pour leur travail assidu de haut niveau qui nous permet d'élever notre niveau d'intelligence, perspicacité, analyse, synthèse, moralité. Merci pour tout. Désormais seul, je me raccroche à vous pour reprendre un petit goût à rester sur Terre. Voici un petit don pour vous aider. Merci, bon courage. Chère madame, nous ferons en sorte que vous soyez le moins seul possible et comptez sur nous. Merci beaucoup. Un auditeur pardon, de Paris qui envoie 100 euros. Bravo, merci et bravo à toutes les équipes de Radio Courtoisie avec une mention particulière à nos combattantes de ligne droite qui nous stimulent tous les matins par leur clairvoyance, leur détermination et leur bonheur. C'est vrai qu'en effet, 7h, 10h, j'avoue une chose, c'est que je suis un peu lassé, notamment des chaînes d'information en continu. J'écoute ligne droite tous les matins. Je peux vous dire une chose, c'est rafraîchissant et ça colle exactement à l'actualité puisque c'est en direct, je le rappelle. Alors, une auditrice de Sèvres dans les Hauts-de-Seine qui envoie 150 euros en espérant que les comptes sont revenus à l'équilibre et que votre radio pourra poursuivre son œuvre bienfaitrice et salutaire. Pardon. Merci à tous les techniciens, patrons et petites mains de leur dévouement et leur engagement et leur courage obstiné. Merci aussi, chère madame. Voilà, je remercie donc ces auditeurs pour leur contribution. Nous venons à une autre question, notamment de cette émission. Ce sont les élections en Europe et la présidentielle en Roumanie. Alors, il y avait notamment le maire de Bucarest, candidat pro-européen, qui avait été devancé par M. Simeon, notamment, au premier tour, et qui finalement, le maire de Bucarest, a renversé la tendance et l'a emporté. Il y a quand même un certain nombre de questions qui sont posées. Déjà, c'est sur le vote des expatriés. Je rappelle que M. Simeon avait fait 60% au premier tour chez les expatriés, mais qu'il est battu au second tour, ce qui semble assez bizarre. On ne pense pas que les gens aient changé d'opinion. Et puis, il y a eu cette affaire Telegram, notamment, avec le président de Telegram, notamment, qui a dénoncé des pressions venant de la France, notamment, qui lui auraient fait enlever, notamment, des messages, entre guillemets, à portée conservatrice. Alors là, en Roumanie, on a un cas emblématique, puisque je pense qu'en effet, tout ce qui a été apporté par l'Union européenne, en effet, joue, et je pense qu'on a fait peur aux Roumains, notamment sur la question de sortie de l'européenne. Je rappelle que M. Simeon n'est pas, contrairement à Călin Georgescu, qui avait été empêché de sortir, quelqu'un qui est anti-européen, anti-OTAN. Il siège d'ailleurs au groupe ECR, conservateur réformiste au Parlement européen, qui est un groupe, il faut le rappeler, qui est à l'origine formé des conservateurs britanniques, puis ensuite aujourd'hui est co-dirigé par le PiS polonais et par Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est un groupe qui ne nie pas l'Union européenne, qui est plutôt réformiste sur les mécanismes de prise de décision et qui est très atlantiste. Vous avez des partis notamment Fratelli d'Italia, comme PiS, comme Vox. Alors non pas Vox n'est plus membre, mais vous avez des partis, notamment le CR, qui sont très atlantistes. Donc Simeon ne posait pas en effet de questions fondamentales là-dessus. Néanmoins, il se démarquait notamment sur l'Union européenne et il n'était pas forcément favorable à l'engagement d'un conflit. Alors justement, cette élection justement a donné lieu à un certain nombre d'interrogations en Pologne. Qu'en est-il à votre sens aujourd'hui, Roland Lombardi? Est-ce que cette élection va donner lieu à contestation? Rappelons quand même, avec une certaine nuance, c'est que un certain nombre de pays, notamment, ont une élection présidentielle au suffrage universel, mais restent pourtant des régimes parlementaires. Il n'y a que la France où l'élection présidentielle a une certaine importance. Nombre de pays, notamment en Europe de l'Est, en Roumanie, en Pologne, on va le voir, ont un président élu au suffrage universel, mais ce n'est pas lui qui a l'essentiel de la décision. Alors, quelles conséquences tirez-vous au plan géopolitique, notamment des relations avec l'Union européenne, de cette élection en Roumanie? Eh ben, on l'a vu, hein, c'est Madame Hayet qui avait déclaré que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir Pour pour une fois, empêcher, on a compris ce qu'elle disait. Voilà. voilà, pour empêcher l'élection de Simeon. Donc voilà, et ils sont arrivés. Alors j'ai pas eu les derniers résultats définitifs. J'ai pas eu le temps, mais en tout cas, je pense qu'il va avoir des recours parce qu'il y a quand même, notamment sur le vote des étrangers, sur certains problèmes dans certains bureaux de vote. Donc, ce qui prouve bien que le système est encore, même si je pense qu'il est moribond sur le moyen et long terme, il reste encore fort. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de voix dissonantes au sein de l'Union européenne pour appliquer certaines politiques. Donc,
c'est une défaite je pense, de la démocratie. Après, l'écart est de combien vous avez Je dit crois qu'on l'écart? était sur 52-48, C'est le ça, dernier à oui. peu près, hein. Voilà, donc bon, après, voilà, je sais pas les tenants et les aboutissants exacts et la finalité. On verra bien si Simeone engage des recours. Qu'est-ce que ça donnera? Je pense que ça donnera pas grand-chose. Voilà, c'est un succès Sachant pour qu'il y a l'Union. à la fois la commission électorale et la Cour constitutionnelle Voilà, qui ont déjà fait leur preuve de toute leur subjectivité, hein, exactement. Donc, pour pas dire plus. voilà, la démocratie, elle attendra. Après, si c'est un vote régulier, ok, mais bon, on va voir. Après, il y a les rumeurs que vous avez évoquées, les rumeurs sur la pression de l'Union européenne. Alors, on n'a pas de preuves tangibles, mais bon, il faut être vraiment naïf pour ne pas croire qu'elle n'existait pas. Alors, un élément supplémentaire également, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la Moldavie est un pays proche, hein. Mm. Historiquement, la Moldavie, c'est l'ancienne Bessarabie, qui avait été annexée par la Russie en 1941. D'ailleurs, c'était un des arrangements Staline-Hitler dont on parle peu, et que le moldave, c'est pratiquement du roumain. Il y a entre le moldave et le roumain la différence qu'il y a entre le flamand et le néerlandais, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'aujourd'hui, en fait, avec l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, on sait que la Roumanie se constitue en fait une grande Roumanie. Mm. Comme l'Albanie, comme avec le Kosovo et la Macédoine du Nord, l'Albanie prépare une grande Albanie. Et là, on sait qu'il y a notamment plusieurs centaines de milliers de Moldaves qui sont aujourd'hui résidents en Roumanie et qui ont voté. Mhm. Paraît-il d'ailleurs en infraction avec la loi roumaine qui interdit, alors paraît-il, c'est une information à vérifier, de voter aux binationaux. On aura encore une fois, là cette fois-ci, hein, on sait que la Moldavie est déjà en procédure d'adhésion à l'Union européenne, hein, très rapide, on l'a couplé avec l'adhésion à l'Ukraine. Ça poserait également la question du tracé, même des limites de citoyenneté en Roumanie. Mhm. Absolument, voilà. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est même si c'est feutré, subtil, habillé de langage, encore une fois, mielleux sur la démocratie, etc., on voit que le système se défend très bien et de manière brutale mais subtile. Et voilà, ça me fait penser à ce que je vous disais lors de notre dernier entretien, à la fin de l'Union soviétique, quoi. Voilà, nous sommes dans ce cadre-là. Alors, encore une fois, je me répète, mais bon, même si je pense qu'il est moribond, ce système-là de l'Union européenne actuelle, à moyen et long terme, il a encore une certaine puissance de nuisance pour que le système aille dans le sens qu'il veut, quoi, que les pays aillent dans le sens qu'il veut. Bon, après, on est habitué des coups tordus, hein, on en a vu plusieurs autres par le passé, donc Et on c'est pourrait pas voir trop peut-être le même étonnant. en France en 2027. Ah oui, ça c'est fort probable. Ouais, d'accord. Pascal Mass. Je vais compléter. Vous avez dit tout à l'heure que Valérie Ayer avait déclaré comme ça, mais il ne faut pas oublier non plus les déclarations d'un cynisme absolu de Thierry Breton qui avait tenu des propos similaires. Mhm. C'est-à-dire que, comme ça, d'un air de dire, de toute façon, c'est nous qui décidons à Bruxelles, les élections sont plus qu'une formalité, etc. Alors donc, il s'est passé un miracle électoral puisque le candidat qui était arrivé largement en tête avec 40% des voix a réussi à se retrouver face à une coalition des 11 autres prétendants entre le premier et le deuxième tour pour échouer au deuxième tour. Alors, celui qui croit ça, soit c'est un naïf, soit c'est quelqu'un qui comprend rien à la politique. Bon, vous avez mentionné les affaires avec Dourov et puis la DGSE et tout ça. Bon, tout ça, ça sent pas très bon. Et ça donne pas une image particulièrement édifiante et respectable de l'Union européenne et de la France. Hein. Alors quand on dit, alors la première élection, elle a été invalidée parce qu'il y avait soi-disant une ingérence russe, alors qu'on a bien vu que c'était pas du tout ça. C'était TikTok, et là C'était maintenant c'est TikTok. Telegram. Voilà. Voilà. Et donc TikTok, c'est chinois quand même, faut pas l'oublier. Mais Et la différence qu'il y a entre TikTok et Telegram, c'est que chinois est dans le giron du gouvernement, TikTok est dans le giron du gouvernement chinois, alors que Telegram n'est pas dans le giron du gouvernement russe. C'est pas la même ni chose. français, parce que vous vous souvenez, On oublie de le dire. Pavel Durov a eu quand même quelques démêlés ici, bien que citoyen français, binational aussi. Bon, tout ça, c'est grotesque. On se croirait dans une opérette du Châtelet. C'est vraiment honteux. Et après, on va se dire, mais comment se fait-il que l'Europe ne soit pas si attrayante et ça. Alors pour la Moldavie, par contre, il m'est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, d'être observateur pour les élections législatives moldaves. Euh,
c'est pas si simple que ça. La Moldavie n'est pas une province arrachée à la Roumanie. Il y a un autre territoire qui est aussi La Transnistrie, la je le considère. Transnistrie, absolument. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui est un territoire russe, 120 000 habitants, Voilà. russophone, et même donc les deux tiers, les trois quarts auraient des passeports russes d'ailleurs. Et on utilise le rouble et tout ça. C'est un territoire russe qui est encerclé par l'Ukraine d'un côté et la Moldavie de l'autre. Bon, ça, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et ça peut être aussi un sujet de tension, hein. C'est-à-dire que si la Moldavie adhérait comme ça, comme n'importe qui, hein, à l'Union européenne, c'est pas évident que ça soit bien perçu du côté de la Transnistrie. Et je reviens aussi sur autre chose, c'est que l'Union européenne et l'OTAN ne voulaient absolument pas d'un candidat qui ne soit pas complètement à leur botte, parce que l'OTAN et les États-Unis sont en train de construire une méga base à Constanta, et la plus grande d'Europe, plus grande base otanienne d'Europe. Donc il est évident qu'il fallait quelqu'un qui aboie avec les autres. Absolument. Et d'ailleurs, Mme von der Leyen a été l'une des premières à féliciter le nouveau président en lui donnant son sucre. C'est vraiment pitoyable. Oui, rappelons que la Moldavie a quand même un rôle clé, hein. C'est un pays aujourd'hui qui est très avancé dans l'adhésion à l'Union européenne. C'est un pays qui a la singularité d'être passé de 3 à 2 millions d'habitants en 30 ans, avec une émigration totale. Et on conçoit également qu'il y a une importance de la diaspora, mais là, elle est inversée parce que Maya Sandu était vaincue pratiquement en Moldavie même, mais elle a fait 86% au sein d'une diaspora qui représente un tiers notamment de la population, voire 30 à 40% de la population du pays. Elle a été élue grâce à ça. Donc c'est assez intéressant de le voir. Alors nous poursuivons également. Il y a eu également, alors on n'en a pas encore parlé, le premier tour d'une élection présidentielle en Pologne. Alors je rappelle que le président, c'était le terme des 2 mandats du président Andrzej Duda, hein, qui est issu du parti PiS, le parti notamment de droite conservatrice catholique des frères Kaczynski et de Lech Kaczynski, qui n'est plus au pouvoir. Alors, nous avons eu c'est le candidat en fait, Rafał Trzaskowski. Alors là, tiens, une petite parenthèse, on constate que les candidats d'ailleurs pro-européens sont les maires des grandes villes ou des capitales. C'est assez intéressant. Le maire de Bucarest a été élu président, et là c'est le maire de Varsovie qui portait les couleurs européennes. D'ailleurs, tous les maires, je crois que tous les maires d'ailleurs des grandes villes des pays de l'Est, le maire de Budapest également, se sont ligués pour lutter contre ce qu'ils appellent les dérives anti-progressistes, illibérales de leur pays. On constate d'ailleurs que ce sont d'ailleurs les élus des métropoles qui d'ailleurs s'opposent d'ailleurs à tout le pays. C'est d'ailleurs le pays, en fait, les métropoles connectées sur la mondialisation, sur l'Union européenne. Hein, c'est en fait en quelque sorte le pays légal qui s'oppose au pays réel, en effet de la périphérie, et des gens qui vivent dans les territoires. C'est assez intéressant. Donc le maire de Varsovie, qui appartient lui au Forum civique de Donald Tusk, Rafał Trzaskowski a réalisé un peu plus de 31% des voix, mais le suit immédiatement le candidat du PiS, Karel Nawrocki, qui a fait 29,5%. Et on a surtout, plus à droite, parce qu'il y a plus à droite que le PiS en Pologne, le candidat, alors Sławomir Mencen, le candidat de Confédération, qui a fait 15%. Et quant à Grzegorz Braun, alors lui qui est un candidat atypique, même avec des postures déjà souvent en général pas très ragoûtantes, hein, qui avait brûlé, je rappelle, un chandelier à 7 branches au Parlement européen, qui a réalisé quand même 6,3%. Donc là, de façon assez étonnante, le candidat du PiS aurait des réserves sur sa droite. Alors là, il est vrai que le président polonais ne tient pas tous les pouvoirs, qu'on est dans un régime parlementaire, et il sera difficile en effet au PiS d'avoir une coalition, notamment avec Confédération qui est déjà un parti politique assez complexe, plus à droite que le PiS, mais il y a des gens qui viennent d'un peu plus partout. Alors en tout cas, cette élection présidentielle polonaise, elle montre justement que la situation finalement n'est pas tant dans les mains de Donald Tusk que ça, que finalement peut-être ce scrutin présidentiel, il donne une photographie de l'opinion polonaise, eh bien, qui ne va pas dans le sens dans lequel on pensait. Pascal Mas. Oui, c'est exactement ça. Mais ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est l'opposition entre les centres urbains et les zones plus rurales. C'est valable Dans des ici. pays quand même qui restent très ruraux, comme la Roumanie et la Pologne. Hein. Mais c'est valable ici aussi. Vous n'avez pas remarqué comment ça Bien se passe? sûr.
Les grandes métropoles votent C'est les pour. pays les territoires périphériques. Voilà, c'est Mm. ça. C'est-à-dire c'est la mondialisation. Donc il y a les centres urbains, les villes-mondes, comme dirait Madame Hidalgo, notre chère maire de Paris. Et puis le reste. Le reste, ça veut dire le reste. On les considère même pas, hein. C'est-à-dire qu'ils sont bons qu'à payer et à voter. Donc Ce sont les Cendants, voilà, les Sandons, Les gueux, ceux qui ne sont rien. Les gueux pour les saluer gueux, les gueux et les l'action Sandans. d'Alexandre Jardin. Voilà, que je soutiens, enfin, comme vous l'imaginez. Mais donc voilà, cette élection polonaise est également très très controversée, mais ça sert les intérêts de l'Union européenne. Donald Tusk est à la fois un pro-européen, mais aussi un atlantiste. Donc d'avoir un président qui aille plutôt dans son sens, pardon, qui aille plutôt dans son sens, ça ne dérangera pas pour continuer à faire ses petites affaires à Bruxelles. Roland Lombardi, cette quand même configuration politique polonaise, elle montre quand même qu'il y a quand même des forces nationales, des forces quand même qui. Alors attention au PiS, hein, le PiS n'est pas opposé à l'Union européenne, hein, le frère des frères Kaczynski. Oui, il y a des spécificités il nationales. n'est pas comme non plus toujours. anti-OTAN, hein, il est proche de l'OTAN. Disons que Bien ce sûr. qui le différencie, c'est qu'il est moins anti-russe, mais il reste quand même assez opposé aux Russes. Ce qui c'est le différencie historique. un peu, c'est dans la méthode de l'Union européenne et sur deux questions. La question migratoire, c'est-à-dire que la Pologne ne voulait pas, la Pologne du PiS, le PiS ne veut pas, notamment du pacte asile-migration, de la répartition des migrants, et que elle a été également sujette à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, notamment, vous savez, les sanctions, parce elle avait pris une loi, il faut le rappeler, notamment sur la mobilité des juges constitutionnels. Il faut quand même rappeler que cette loi, la Cour constitutionnelle émanait quand même de la Pologne communiste et qu'il fallait un petit peu bouger peut-être un certain nombre de juges. Et puis ensuite, elle a des positions sur l'avortement. Alors je rappelle quand même, contrairement à ce qu'on raconte, que l'avortement n'est pas interdit en Pologne, contrairement à ce qu'on peut écouter, on peut lire dans le Nouvel Observateur ou écouter sur France Info, mais c'est qu'il est réservé notamment à des cas, notamment pathologie, danger pour la mère, viol. Éventuellement, l'avortement n'est pas interdit en Pologne. Alors justement, cette configuration politique, justement, est-ce qu'elle montre qu'en Pologne, il y a quand même, aujourd'hui, le sens ne va pas forcément, justement, dans celui de Donald Tusk et des forces pro-européistes? Mais pas qu'en Pologne, hein. C'est quelque chose qu'on est en train de voir un peu partout en Europe. C'est un frémissement. Je crois que c'est avec vous la dernière fois que j'évoquais cela. C'est quelque part, c'est un peu la révolution de Trump. Qu'est-ce que c'est la révolution de Trump? C'est la révolution numérique qui permet l'émergence de médias alternatifs et et c'est ce qui a fait élire Trump. Voilà, c'est la première fois que les Américains, il y a des études qui sont faites là-dessus, qui sont en train de sortir. La plupart des électeurs américains qui ont porté leur voix sur Trump ne regardent plus les médias mainstream. Et ça, c'est le gros danger de l'Europe. Je crois que c'est leur plus grande peur. Plus que la Russie, peut-être, parce qu'ils voient qu'il y a ce frémissement qui arrive. On le voit en France, on le voit partout en Europe avec l'émergence de ces médias alternatifs. On le voit avec les censures de l'Union européenne ou de certains États sur les réseaux sociaux, parce qu'ils voient qu'ils perdent le monopole de l'information. Et lorsque vous perdez le monopole de l'information, vous perdez le pouvoir. Ils savent très bien ce qui s'est passé aux États-Unis et leur plus grande crainte, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer en Europe. Ça va arriver en plus. Et c'est tout ce qui se passe aux États-Unis vient à un moment donné en Europe. Même si j'aime pas ce terme, et c'est pas le cours de l'histoire, il n'y a pas de cours de l'histoire, mais en tout cas, c'est une tendance qui est en train de se développer. On le voit en France. Aux États-Unis, par exemple, il y a des présentateurs aujourd'hui, à l'instant T, des présentateurs de médias alternatifs qui sont beaucoup plus célèbres que les vedettes de CBS ou de CNN. Donc c'est une tendance lourde qui est en train d'arriver encore une fois en Europe, et c'est ce qui va changer la donne, je pense. C'est ce qui va causer pas mal de tracas à la caste, parce que j'appelle pas ça une élite. C'est insulter le terme élite que de définir les dirigeants européens comme des élites. C'est une caste qui est affolée par cette révolution numérique, sociale, technologique qui arrive à grands pas. D'où la multiplication des lois. Alors en France avec Pharos Santos, mais également au plan européen, puisqu'il y a une plateforme également au sein de l'Union européenne qui contrôle les médias. Je rappelle que pour moi, ce contrôle des médias, en France, il y avait eu jusqu'à la loi du 29 juillet 1881 qui réglait à l'époque la presse papier, mais qui s'est étendue à la presse média, notamment l'abolition de la censure préalable. Aujourd'hui, on en revient pratiquement à la censure préalable. C'est-à-dire que vous avez même un pays comme la Belgique, lors de l'investiture de la RTBF, la chaîne publique francophone belge, a notamment passé d'abord les images de l'investiture de Trump sur son discours pour voir s'il n'y avait pas
des propos, disons, racistes, xénophobes, Et anti-wokistes, je crois même qu'elle a etc. coupé des Elle a passages. coupé des Elle a coupé passages des passages. et ensuite elle a fait en justifiant en plus sa position. Ça s'appelle donc de la censure Exactement, préalable. exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait très peur aux dirigeants progressistes européens actuels, parce que ça arrive à grands pas. Alors ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas on le voit, en France on le voit de plus en plus, les médias alternatifs qui proposent autre chose que la doxa gouvernementale ou idéologique dominante, mais que dominante dans une certaine élite, hein. On le voit, la fracture s'agrandit entre les opinions et justement cette caste. Et donc, c'est qu'une question de temps. Alors Pascal, justement, cette élection me semble également plus une élection polono-polonaise d'ailleurs qu'une élection stratégique, puisque la question russe n'a pas été posée. Du tout. Est-ce que finalement, justement, en Pologne, cette élection n'explique pas des postures sociologiques, culturelles à l'intérieur du peuple polonais plutôt que des positions géostratégiques? Certainement, certainement. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le poste de président de la République polonaise n'est pas essentiel. Le pouvoir est détenu par le Premier ministre Oui, et la par preuve, c'est que Donald Tusk ne s'est pas présenté à la présidentielle. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un non-événement d'une certaine manière, parce que ça correspond simplement au renouvellement du personnel politique sans grande envergure. Alors, nous faisons un voyage en Europe, nous poursuivons notre voyage en Europe, cette fois-ci plus côté occidental atlantique. Ce sont les élections législatives au Portugal qui se déroulent à un tour à la proportionnelle. Alors, le président sortant, José Montenegro, qui est portugais, contrairement à ce que son nom indique, est arrivé en tête avec, je crois, 27% des voix, mais une majorité relative, devant le Parti socialiste qui est à 23 et quelques, et surtout le Parti de droite nationale, Chega, dirigé par son chef charismatique, André Ventura, qui avait fait 2 malaises pendant la campagne, mais qui s'est remis, qui est quelqu'un de particulièrement fort et résilient, arrive en 3e position et talonne la gauche pour la première fois. Alors c'est une nouveauté parce que le Portugal, depuis la chute du régime de Salazar et ensuite de Caetano en 1974, connaissait des alternances très à gauche, avec un parti socialiste quand même marqué à gauche. N'oublions pas que le Portugal a failli passer à côté justement d'une révolution collectiviste et devenir un pays communiste, à des alternatives plutôt de centre-droit et de centre-gauche par la suite. Alors Roland Lombardi, que dit à votre sens ce nouveau paysage politique portugais, notamment la poussée de Chega? Ben, ça revient à ce que je disais précédemment, c'est ce qu'on appelle populiste, alors que c'est un très beau terme, populisme, c'est galvaudé, ça a remplacé quelque peu le terme extrême droite, mais c'est un très beau terme. Je vous renvoie à la Rome antique, le terme populiste, c'est celui qui est proche du peuple, donc c'est ces voix qui commencent à monter. Après, voilà, ce qui est important, c'est que comme vous le soulignez avec le président de ce parti Chega est charismatique. Il a une certaine présence. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout pour que ces révolutions, parce que c'est des révolutions, appelons cela par leur vrai terme, il faut une incarnation. Voilà. Si ces révolutions, vous pouvez avoir toutes les oppositions alternatives que vous voulez, s'il n'y a pas d'incarnation, ça sera comme ça ne mènera à rien. Il faut une incarnation. Et lorsqu'il y a un personnage ou un groupe de personnes qui sont plus motivés que les autres, c'est eux justement qui font l'histoire, rejoignent cette tendance, cette lame de fond qui est en train d'arriver, et ben ça crée des changements et ça crée des pivots historiques. Alors, et ça peut changer les choses. rappelons qu'André Ventura, en général, il coche, comme on dit aujourd'hui, toutes les cases à droite nationale. C'est-à-dire que il a un côté populiste. Il y a également le côté de l'immigration. Rappelons que le Portugal aujourd'hui n'est pas prémuni contre les risques et les périls de l'immigration, puisqu'il y a eu des émeutes, notamment dans la banlieue de Lisbonne, menées principalement par des populations d'origine du Cap-Vert, entre autres, qui sont pris à la police. Sauf qu'au Portugal, la police a plus le droit de répondre qu'en France. Le Portugal n'a pas des juges à l'esprit corrompus comme il y en a tant en France. Il
il y a cette question bien sûr migratoire, et André Ventura est quelqu'un donc qui porte notamment ses revendications en termes migratoires, et c'est également quelqu'un de conservateur, hein. Il est Mhm. opposé à l'avortement, il reconnaît d'ailleurs un certain nombre de mérites au régime de Salazar, au plan de la stabilité, Qu'il ne renie pas d'ailleurs. il ne relie pas, même s'il n'est pas né lui Mhm. du temps du régime de Salazar. Ventura porte en quelque sorte une palette beaucoup plus large en quelque sorte de la droite nationale. Absolument. Donc voilà, c'est. Après, c'est encore une fois, c'est une spécificité nationale. Il y a peut-être des choses qui peuvent nous choquer chez nous, mais il faut penser comme un Portugais. Il faut connaître la mentalité de chaque pays Un pour pays qui se comprendre. dit encore très catholique, hein. Voilà, En France, on est à plus de 50% d'athées, et voilà. au Portugal, vous C'est avez pas la même chose, voilà. 80-90% Donc des gens qui se disent ce sont catholiques, des hein. choses qui passent très bien dans l'opinion, qui sont très bien comprises, ce qui pourrait choquer ici dans un pays laïque comme le nôtre. Donc chaque pays, encore une fois, a ses spécificités et chaque dirigeant, on va dire alternatif, trouve le moyen de se faire le chemin vers le pouvoir. Encore une fois, reste à savoir si le système en place se laissera faire. Ça, c'est une autre partie de l'affaire. Alors, il y a également une mutation de la gauche importante, hein. Je me tourne vers vous, Pascal Mas, au Portugal, puisqu'on avait quand même une gauche très marxiste, hein, assez orientée, une gauche notamment avec le parti Álvaro Cunha, le Parti communiste, ou Mario Soares, qui était marqué à gauche, qui était en faveur de la collectivisation. Je rappelle qu'au Portugal, c'est un pays où il y a quand même un nombre de fonctionnaires très important. D'ailleurs, pourquoi le Portugal a été touché par la crise? C'est parce qu'il a dû réduire un nombre de fonctionnaires, et que la part de la fonction publique et donc du pouvoir d'achat est très importante, la part notamment des salariés de la fonction publique est très importante au Portugal. C'est pour ça, peut-être, à mon sens, que le Portugal avait été très touché par les mesures qui avaient été dictées à l'époque par l'Union européenne, mais on constate également une mutation notamment du personnel politique de gauche. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au Portugal des dirigeants du Parti socialiste qui ne parlent pas de retraite, hein. Je rappelle qu'au Portugal, il n'y a pratiquement pas de retraite, ou des retraites très faibles. On est obligé de travailler jusqu'à 65, voire 70 ans, souvent, à un SMIC faible. Donc il y a une gauche également qui, je rappelle, hein, le Parti socialiste historique, hein, est talonné d'un point par Chega, est en vue sera peut-être d'ailleurs dépassé aux prochaines élections par Chega. À plus forte raison, c'est que le Parti socialiste va d'ailleurs implicitement soutenir le centre-droit, donc ce qui va peut-être amener encore plus de vent dans les voiles de Chega. Est-ce que là, justement, et on s'aperçoit qu'on a un Parti socialiste qui se positionne pour l'immigration, pour le wokisme, pour l'idéologie LGBT. Est-ce que là, justement, la gauche, finalement, n'est pas finalement soumise au raz-de-marée de ses propres turpitudes au Portugal comme ailleurs, avec la mutation de son logiciel idéologique? C'est exactement ça. C'est-à-dire que Chegas, ça veut dire il y en a marre, il y en a assez. Ça C'est- suffit. Ouais. Ça suffit, voilà. Donc c'est le point ultime de l'exaspération d'un peuple qui est perpétuellement brutalisé dans ses convictions et dans son mode de vie par une idéologie soi-disant progressiste, parce que quand vous dites progressiste, Mhm. pardonnez-moi, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une régression, hein. Donc cette gauche qui n'a pas su s'adapter. Alors, il y a pas, par contre, la dérive LFI. Il n'y a pas ça au Portugal, des excités comme LFI. Il y a une extrême gauche assez M- importante, mais qui est très minoritaire au plan politique, hein. Au niveau Mais il y a une représent- extrême gauche forte, hein, au au Portugal, hein. niveau représentation, oui, mais plutôt dans les syndicats, pas Ouais. pas dans le personnel politique. Mais la population du Portugal, bon, c'est un petit pays quand même, hein. Donc, quand il y a une immigration invasive comme celle qu'ils ont été obligés de supporter à cause des directives européennes, ça se voit tout de suite. Nous, on a déjà des problèmes à 65 millions, mais eux, c'est bien pire. C'est-à-dire que vous avez tout de suite dans la banlieue de Lisbonne des quartiers entiers. Alors, vous avez mentionné les Capverdiens. Bon, bien sûr qu'il y a aussi les Angolais, les Mozambicains, etc. C'est-à-dire Alors, il faut dire quand même issus des anciens. il y a une mutation de l'immigration parce qu'ils avaient une immigration qui est issue de leur ancienne colonie, donc Voilà, qui est en théorie plus assimilable, et qui est une immigration qui n'est pas une immigration musulmane. voilà. Alors que maintenant, justement, Ils ont on a vu des défilés à Lisbonne, vous avez des défilés en faveur de la Sénégalais. charia, c'est-à-dire que maintenant, le Portugal, sous l'effet du pacte asile et migration, eh bien, doit aussi prendre sa part d'immigration, notamment d'immigration extra-européenne, qui ne s'inscrit même pas dans son schéma historique d'immigration. Non, du tout. C'est-à-dire que pour les Portugais, il y a même des Népalais qui ont causé des soucis à Lisbonne l'année dernière. Des Népalais. Alors ça, je ne sais pas, je
pas compris le lien entre le Portugal et le Népal. Alors, à la limite, Macao et Timor-Est, oui, d'accord, mais le Népal, bon, je n'ai pas bien compris, mais il faut dire que le Portugal était contraint, comme d'autres pays d'Europe, à accepter des gens venus n'importe où, de Somalie, Éthiopie, j'en connais. Avec un gouvernement, celui d'Antonio Costa, le gouvernement socialiste, qui était quand même assez marqué à gauche. Ça a valu d'ailleurs à Antonio Costa d'arriver à la présidence du Conseil européen, qui lui était un des gouvernements qui défendait le plus le pacte asile et Oui, migration. voilà, c'est ça. Bon, donc la réaction, c'est quand on brutalise quelqu'un, eh bien, il y a forcément une réaction, hein, c'est tout à fait logique. Alors, nous allons passer également, alors là, cette fois-ci, parler à nouveau de Donald Trump sur plusieurs dossiers. Il y a bien sûr le dossier commercial. Alors là, l'offensive commerciale continue, mais on semble plutôt être passé dans une première phase. On a une première phase aiguë où Donald Trump annonçait des taxations fortes, 20% pour l'Union européenne, 40% notamment sur des secteurs clés, hein, l'automobile, l'acier. Là, Donald Trump revient notamment avec la Chine, où on semble que visiblement Trump veut un accord. Et Trump veut un accord, pourquoi? Parce qu'il veut, à mon sens, sortir quelque peu de la logique de l'OMC. L'OMC, c'est l'extension de la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire que l'OMC, c'est dans la charte de Marrakech, hein, c'est fixé pour but d'abolir en fait toutes les entraves au commerce mondial. Il y a qu'un seul endroit au monde où on va au-delà de l'OMC, c'est l'Union européenne, puisqu'on fait des traités qui vont encore au-delà de l'OMC. Hein, les méga traités qui ont été lancés par la commission Barroso dans les années 2005-2006, qu'on a passé avec le Canada, le CETA, qu'on a passé avec la Nouvelle-Zélande, qui est catastrophique, celui avec le Mercosur qui a été signé, qui est en phase de ratification, et celui avec l'Australie qui serait plus ou moins au point mort pour le moment. Ça n'empêche pas qu'on en est passé entre-temps en catimini avec le Chili, avec le Vietnam, qu'on en prépare avec l'Indonésie, avec notamment des pays de l'ASEAN. Là, on serait plutôt dans une phase, disons, plus de négociation. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le commissaire européen au commerce, Marko Sefcovic, qui est un Slovaque, Slovène, il me semble, Slovaque, il me semble, euh, a fait une proposition assez étonnante. C'est que dans le cas d'un apaisement éventuel de la guerre commerciale, il a proposé à l'Union européenne, alors on peut s'étonner quand même, c'est que l'Union européenne, certes, négocie le commerce, mais là, elle négocie pratiquement les achats des pays membres de l'Union européenne, des achats supplémentaires de 50 milliards de dollars aux États-Unis qui porteraient sur deux secteurs. Le gaz, alors ça voudrait dire on ira encore acheter du gaz de schiste ou du gaz naturel ou du gaz de bitume ou du gaz de je ne sais pas quoi aux États-Unis et éventuellement au Canada, et également, autre secteur, le soja. Sachant quand même que les tourteaux de soja constituent un élément essentiel de l'alimentation pour les éleveurs bovins, singulièrement en France, on sait pratiquement que aujourd'hui, si en 3 jours les États-Unis arrêteraient les exportations de tourteaux de soja, il y aurait des problèmes assez graves, tellement l'Union européenne a rendu les éleveurs français dépendants. Alors justement, cette guerre commerciale, est-ce qu'une fois de plus, l'Union européenne ne va pas être le dindon de la farce? Ben, en plus, je reviens sur ce, il faut rembobiner le film. Cette déclaration qui a été validée par la Commission Mhm. européenne, elle s'est faite en pleine tourmente de la guerre des taxes, c'est-à-dire pendant les 10 jours où Trump a affolé le monde entier et les bourses, etc. Donc c'était fort de café de voir que... alors ils ont mis un temps pour réagir par rapport à certains pays comme la Chine qui, elle, a réagi de suite. Donc pour revenir globalement à l'initiative de Trump, là encore, il a été critiqué, moqué, parce que pendant 10 jours, il a mis le feu à la planète, aux places boursières, etc. Et au bout de 10 jours, il dit je suspends mes taxes. Alors d'ailleurs, en plus, il y a peut-être un délit d'initié, hein, puisqu'il fait l'annonce quelques heures Et avant il y l'ouverture a de un Wall abaissement, Street. une dégradation de la note. Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu Aussi, suspect. et puis il y avait la pression de ses amis capitalistes, sûrement aussi, d'accord. Mais en tout cas, ce qu'on oublie de dire, alors tout le monde s'est moqué, vous voyez, il fait n'importe quoi, il recule, c'est une reculade, c'est un rétropédalage, il est vraiment fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Sauf qu'on oublie qu'il a suspendu pendant 90 jours et que les taxes planchers de 10%, elles sont toujours actives. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, les pays vont négocier avec ces 10% qu'ils n'avaient pas au préalable. Donc tout le monde a été soulagé par la décision, par l'erreur, entre guillemets, de Trump, mais en tout cas, ils vont négocier avec 10% de taxes planchers. Ça, autre chose aussi, lorsqu'il dit ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il y a 70 pays, alors avec ces mots que tout le monde a jugés vulgaires, mais qui,
enflamme le cœur des Américains, justement des Américains périphériques, lorsqu'il dit: «Il y a 75 pays qui sont venus me lécher les fesses, pour négocier». C'était vrai. Ce sont des pays, il y avait des pays européens, il y a des pays du monde entier, il y avait des pays des BRICS qui sont Bien venus sûr. directement. Et on va en parler, il y a un accord qui s'est conclu avec la Grande-Bretagne. Là, Heu, alors on va en parler ensuite. Absolument. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les négociations avec la Chine. Donc il y a eu là aussi une guerre de taxes et on a vu il y a ces derniers jours qu'il y a eu une négociation sur la Chine. Mais s'il n'y avait pas eu Trump, il n'y aurait jamais eu cette négociation. Alors, c'est une négociation qui a gagné, qui a perdu, on ne sait pas. Là, une bonne négociation, en principe, c'est quand les 2 parties, pensent avoir gagné. C'est ce qui s'est produit. Ils ont baissé leurs taxes. Bon, on verra par la suite qui a gagné, qui a mais en tout cas, ces négociations, elles ont eu lieu. S'il n'y avait pas eu Trump, il y aurait pas eu de négociation et les Chinois auraient toujours l'avantage dans cette vaste, guerre commerciale qui n'a pas commencé avec Trump. Chinois, Heu, il faut rappeler qu'ils bénéficient de leur adhésion en 2001 à l'OMC par gra l'administration Clinton, grâce aux Américains. Ouais, ouais. en contravention avec le fait qu'ils ne pouvaient, à mon sens, en aucun cas être qualifiés d'économie de marché, ce qui était nécessaire pour entrer dans l'OMC. Absolument. Donc voilà, on a encore dit beaucoup de bêtises à propos de la stratégie de Trump, mais moi je pense qu'il c'est ce qu'il fait et c'est pour l'instant ça a fonctionné. Alors attention, je dis pas qu'il va réussir parce que voilà, pour revenir au point crucial de sa stratégie, c'est son danger dans tous les domaines, c'est la Chine. Donc au niveau commercial, au niveau militaire, au niveau diplomatique, etc., etc. On l'a déjà dit plusieurs fois. Je dis pas qu'il va réussir, mais en tout cas, lui, il a au moins le courage de tenter quelque chose. Voilà, notamment parce il ne doit rien à personne, ou du moins à ses seuls électeurs. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il a signé de serment allégeance envers quiconque, envers des grandes sociétés. D'ailleurs, il a mis au pas certains GAFAM, hein, on l'a vu, qui n'avaient pas d'intérêt à une guerre avec la Chine. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le mandat précédent, ils ont tout fait pour l'éliminer. C'était là la clé de la défaite de Trump. C'était pas parce qu'il était fou, hein. Il faut bien comprendre les réalités de ce monde. Et donc, encore une fois, je ne sais pas s'il va y parvenir. En plus, il part de très loin. La Chine est devenue très puissante, très influente. Elle a accumulé les excédents commerciaux et sur Absolument. toutes les places. C'est Donc très c'est comme difficile si un maçon d'inverser une se rendait tendance. compte que le mur qu'il est en train de Alors qu'il a construire, fini la toiture. Ouais. et voilà, et surtout qu'il a été à la place du ciment, c'est que c'est de la chantilly qui est entre les briques. Donc ça va être très dur pour lui. Mais en tout cas, comme aurait pu le dire Churchill, même s'il a la tête dans la gueule du dragon, il continue à vouloir négocier. Et voilà, il a un certain courage pour sauver peut-être que les meubles, ou peut-être, on ne sait pas, rien n'est écrit. Peut-être qu'il parviendra à enrayer l'hégémonie future chinoise. Bon, ça va être compliqué encore une fois. Mais en tout cas, il a au moins, et on devrait le saluer pour ça, la volonté d'avoir un sursaut occidental, américain, mais aussi occidental. Et c'est cela qu'on ne comprend pas malheureusement. Alors Pascal Mas, vous qui êtes un spécialiste des BRICS, Oui. est-ce que justement la négociation de Trump, c'est pas tout simplement le retour au multilatéralisme hors du schéma de l'OMC? Bah, bien sûr. De toute façon, la constitution des BRICS n'était pas n'avait pas pour objet de, de faire de la guerre aux États-Unis. C'était pour demander pour demander, fort d'un constat, c'était de s'imposer comme étant représentatif par rapport à leur économie, par rapport à leur population, etc. Donc, Et faire une alternative au dollar. et alors ça, Voilà. c'est un des aspects. Voilà. Bon, ça c'est alternative au dollar à cause À juste titre, hein, de, parce que de la, voilà. Ouais. le dépaysement, c'est-à-dire que à partir du moment où on utilise du dollar, quel que soit le Absolument. type de transaction, on rentre sous Les lois américaines. la loi américaine. Et ça, c'est Obama qui a fait ça, faut Mhm. pas l'oublier. C'est la loi Kennedy d'Amato, C'est ça. Ellsworth, etc. C'est ça. Voilà, donc ça c'est un des aspects. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs pas mal de pays qui se sont intéressés aux BRICS, c'était justement pour s'émanciper du Mm. dollar, pour pouvoir traiter avec des Absolument. pays comme l'Iran Absolument. ou d'autres, ou la Corée du Nord peut-être. Bon, mais l'objectif des BRICS n'est pas de faire un front anti-américain, c'est d'avoir un poids réel par rapport à leur économie, tout ça. Parmi les pays qui ont discuté avec Donald Trump, il y a l'Inde. Absolument. Et l'Inde, c'est quand même l'un des pays fondateurs des BRICS.
et qui n'a jamais été, même le Premier ministre Modi n'a jamais tenu des propos Qui a un anti. accord de coopération nucléaire à haut niveau avec les États-Unis, Bien il faut le sûr. rappeler. Qui s'est accentué avec le premier mandat de Trump, et Trump est très content de cet état-là. D'ailleurs, Modi a été le premier, avant même l'officialisation des résultats, à envoyer un texto qui rentrera dans l'histoire. Lors de la victoire de Trump, je félicite mon cher ami Donald pour sa victoire historique. Hein. À Pékin, on a dû Oui, mais la grimace. ça, c'est un peu normal. Mais puis, C'est le jeu. n'oublions pas non plus que le vice-président a épousé une indienne. Absolument. Il Et- était d'ailleurs il y a quelques semaines, quelques jours en Inde. Après avoir quitté Rome à la suite de sa visite juste avant le décès du patriarche. Il est revenu, c'est lui qui a représenté l'administration de Trump Exactement. lors de la messe inaugurale Il- du pape il est- Léon c'est ça. XIV. Il est allé en Inde avec femme et enfants et Mhm. c'était un voyage triomphal. Et il a été accueilli vraiment triomphalement. Oui. Donc, en plus, comme il y a le conflit avec le Pakistan. avec le Pakistan, l'espèce de concurrence entre l'Inde et la Chine, tout en étant BRICS l'un et l'autre. Mhm. Hein. Donc Mhm. on voit bien que justement ce qui fait la solidité des BRICS, contrairement à ce que raconte la presse, y compris économique, d'un journal qui s'appelle ça commence par un E, ça finit par un S, bon, qui est complètement nul, qui comprend rien, c'est que justement la souveraineté absolue de chaque membre des BRICS Et respecté. permet de négocier avec des pays alors dans tous les domaines. C'est Mhm. pas forcément Alors que économique. ça la peut être- France a perdu sa souveraineté commerciale, puis je rappelle que c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Il Voilà. faut le rappeler. Non, mais là, chez les BRICS, ça fait rire tout le monde. Hein. Ah ben oui. Parce que, donc, il y a des compétences. Il y a l'Indonésie qui est rentrée dans les BRICS cette année. Dans les BRICS+, oui, ce qu'on appelle les BRICS+. Oui, mais ils sont quand même rentrés en tant. Non, c'est pas partenaire, hein, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Ils sont membres. Hein. Donc, c'est pas comme les partenaires. Mais l'Indonésie est un des pays essentiels de l'ASEAN, qui est une autre alliance plus cohérente géographiquement, certes, mais c'est pas impossible. Alors qu'avec l'Europe, il faut passer par le bureau de Mme van der Leyen avant d'aller discuter avec le Nicaragua ou la le Burkina Faso. Alors justement, Donald Trump revenait, lui, d'une tournée dans le Golfe, il est allé en Arabie Saoudite, aux Émirats, où il a là renforcé véritablement le partenariat avec Mohamed Ben Salman, alors qu'on pourrait croire que l'Arabie Saoudite se tournait un peu vers la Elle est Russie, rentrée dans les BRICS. vers la Chine, Oui. rentrée dans les BRICS. C'est Il a renforcé le pas partenariat. formalisé, mais ils sont dedans. Il a rassuré les Émirats, il a, paraît-il, ramené la promesse d'investissement de 1200 milliards de dollars d'investissement aux Émirats. Alors, l'Amérique est de retour dans le Golfe, Roland Lombardi. Ben oui, alors au-delà des affaires commerciales, c'est un succès de Trump, hein, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas encore une fois. Lui, il va dans le Golfe, il fait une tournée, il revient dans sa besace avec 1000 milliards de contrats, donc en tout. Avec des pays, on l'a dit, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui avaient rejoint les BRICS. À cause justement de l'incompétence de l'administration Biden. Hein. Personne n'a écrit sur l'incompétence de Biden. C'est bizarre, faire le bilan de cette administration qui a été catastrophique pour les États-Unis comme pour le monde. Mais bon, peut-être que ça viendra. Mais voilà, donc lui, c'est le retour du pragmatisme aussi. C'est de la psychologie, on oublie souvent. Et c'est pas que les relations internationales, ce ne sont pas que des contrats, des signatures en bas d'une page de contrat. C'est beaucoup de psychologie. Le discours de Trump, il est clair. Il arrive, il dit, moi, vous gérez vos pays comme vous voulez. Moi, les droits de l'homme, tout ça, j'en ai rien à foutre. Dictature, pas dictature, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux dealer. Et ça parle à ces pays qui en avaient marre des leçons de morale de l'administration Biden, comme des leçons de morale européennes. C'est pour ça qu'on est discrédité, que l'Occident est discrédité, parce qu'en plus, ces leçons de morale sont souvent hypocrites. Parce qu'ils le voient très bien, ils voient mieux que nos propres opinions, que ces leçons de morale sont en géométrie variable. Donc il suffit qu'ils sortent le chéquier pour que ces récriminations morales cessent. Donc voilà, Trump, il arrive avec cet atout dans les mains, et c'est encore un succès pour lui. Donc voilà, dans le domaine de l'armement, dans le domaine des crypto-monnaies aussi, avec les Émirats, il a signé un gros contrat dans les crypto-monnaies. Donc c'est tout bénéfice, encore une fois, c'est encore un succès pour la politique de Trump, quoi qu'on en dise. Il nous reste quelques ultimes minutes pour évoquer le conflit entre... Alors, Pascal Mas, vous terminez, puis ensuite on passe très vite au conflit. Ça va être très court. Je vais paraphraser Khrouchtchev, qui, répondant à Kennedy, qui lui disait que les États-Unis, c'était le bonheur et tout ça, Khrouchtchev avait dit « Je ne conçois pas le bonheur d'un chômeur américain ». Donc, eh bien, moi, je dis
Donald Trump, qui ramène des milliards de contrats, c'est-à-dire des milliards d'heures de travail Absolument, pour, c'est ça qu'on oublie de dire. pour des ouvriers qui se retrouvaient Américains. dans la misère. Eh bien, pour les démocrates, ça va être difficile de leur dire que c'est une politique hystérique. Oui, parce que c'est 1000 milliards d'investissements aux États-Unis. C'est ça. Voilà, donc ça va Et faire puis, tourner les et usines. à cela, on peut rajouter que Sanofi a investi 20 milliards aussi aux États-Unis, tout en laissant. Et même CMA-CGM de M. Saad et Lamine Macron, C'était- dans le bureau, Dans la dans le Maison bureau Blanche, Oval, oui. a annoncé 20 milliards d'investissements. Alors, on termine un peu sur le conflit Inde-Pakistan, le conflit qui s'est réchauffé au Cachemire. Alors, je rappelle, le Cachemire est partagé en deux par une ligne de cessez-le-feu en 1947. Pascal Masse, les BRICS, le spécialiste des BRICS, on est en plein dedans. ne Parce peuvent que, pas régler parce- ont-ils réglé ou ont-ils contribué à régler ce problème? alors, bon, déjà, les Indiens et les Pakistanais ne peuvent pas se supporter. Donc, ça, c'est C'est historique. Ça, on le sait. Ça, c'est vraiment historique. Hein. Et puis, c'est beaucoup plus. Ce sont les Pakistanais qui n'ont pas voulu rejoindre les Indiens dans un État c'est la multiconfessionnel, politique de Mohamed multiethnique. Ali Jinnah, évidemment. Hein. Mais auparavant, ils étaient tous dans le parti du Congrès contre les Anglais. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de 47. Hein. Mais bon, cette zone du Cachemire, elle est partagée au niveau de la souveraineté entre le Pakistan et l'Inde, mais aussi il y a une petite partie qui est sous contrôle chinois. Ça, on a tendance à l'oublier. Et donc, les Chinois ne voient pas du tout d'un bon œil, ce qui serait plutôt proche du Pakistan. Ils ont signé un accord historique avec le Pakistan, un accord d'ailleurs de partenariat stratégique. Voilà. Bon, d'ailleurs, les Pakistanais, ça ne les dérange pas du tout que les Chinois éliminent le peuple ouïghour. Ça, ils s'en foutent. Hein. Bon, mais je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup moins simple qu'on a voulu dire. Il y a eu un conflit. Ça, ce qui a tout déclenché, c'est l'assassinat de 22 touristes, 26 touristes le 22 avril. Les touristes indiens dans l'état de Jammu-Cachemire. Et évidemment, ça a déclenché. Et après, le Premier ministre indien a parlé de cesser l'accord de l'Indus sur l'eau. Qui est le partage de l'eau entre les deux pays. Qui n'avait jamais été suspendu. Jamais. Quel que durant soit, toutes les tensions pendant... Même en 71 Absolument. et tout ça. Donc là, c'était un autre niveau. Et puis, manifestement, ça s'est calmé en douceur, sans que personne ne dise rien, sans qu'il y ait de communication. Il faut rappeler, d'ailleurs, j'ai entendu une pseudo-spécialiste dans Le Monde m'échappe sur l'emblématique chaîne France 24 nous expliquer que tout ça était dû, que ces attentats étaient justifiés, ou expliqués au moins, par la fin du statut d'autonomie du Cachemire en 2019. Je me suis aperçu que cette spécialiste est également une assistante parlementaire de la France Insoumise, ce qui montre qu'on, malheureusement, si on invitait des spécialistes comme Roland Lombardi sur France 24, peut-être que les éclairages seraient, à mon avis, un peu plus efficaces. Et il faut rappeler quand même que l'Inde a été meurtrie par les attentats de Bombay, de Mumbai en 2008, qui viennent directement, eux, du Pakistan. Ce sont des choses quand même qu'il faut rappeler. Cher Roland Lombardi, cher Pascal Masse, merci beaucoup pour votre collaboration et votre participation aujourd'hui, pour cette émission qui a été dense, qui a été menée un petit peu au pas de charge. Chers amis auditeurs, j'espère vous retrouver dans 4 semaines. Bonsoir à tous.